Le 24 juin de cette année, la plus grande banque du monde, par l'actif total, a fait une annonce que presque personne en dehors de la Chine n'a remarquée. La Banque industrielle et commerciale de Chine, 7,6 billions de dollars d'actifs, plus grande que l'économie entière de la plupart des pays. Fermeture définitive du trading d'or et d'argent pour les particuliers. Le 24 juillet, dans un mois tout juste, et elle n'était pas la seule. La Postal Savings Bank of China l'a fait en premier, en février, puis la Ping An Bank en mars, ensuite la China Guangfa Bank en juin. L'une après l'autre, les plus grandes institutions financières de Chine, des actifs combinés dépassant les 10 billions de dollars, toutes débranchant exactement le même produit, dans la même fenêtre de tir, à quelques semaines d'intervalle. Je veux vous montrer deux versions de cette histoire, parce que la différence entre les deux résume toute cette vidéo. La version 1 est la version officielle. La version 2 est celle qui devrait véritablement vous inquiéter si vous détenez du métal physique en ce moment même. D'ici la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les preuves de ces deux versions, honnêtement, sans privilégier le sensationnalisme par rapport à la précision. Et je vais vous révéler un écart comptable d'1 billion de dollars qui dort tranquillement dans les propres registres de l'Amérique et que presque personne n'a remarqué. Restez avec moi, parce que le chiffre que vous allez entendre avant la fin de cette vidéo va changer votre perception de l'or qui dort dans votre propre coffre-fort. Chapitre 1. Deux versions d'une même histoire. Version 1. La version officielle. La Chine affirme qu'il s'agit d'une simple gestion des risques. L'or a chuté de près de 30% par rapport à son sommet de janvier. Les traders particuliers à effet de levier commençaient à souffrir. Les exigences de marge ont grimpé à un niveau record de 140%. Le gouvernement est intervenu pour protéger les citoyens contre eux-mêmes. Voilà pour la version 1. Version 2. La Chine ne protège pas ses citoyens. La Chine fait place nette. Elle se débarrasse de chaque promesse sur papier, de chaque pari à effet de levier, de chaque fausse once d'or qui n'existe que sur un écran, pour que ce qui reste, quand la poussière retombera, soit du métal réel, échangé contre une demande réelle. Pour la première fois en 50 ans. D'ici la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les preuves documentées pour ces deux versions. Pas la version qui fait les meilleurs titres. La version que les données soutiennent réellement. Mais avant de pouvoir évaluer l'une ou l'autre version, vous devez comprendre exactement ce qu'est l'or papier. Et la façon la plus claire que je connaisse pour l'expliquer utilise un exemple que tout collectionneur de pièces comprend déjà. Chapitre 2. La pièce dans le coffre. Imaginez que vous possédiez un authentique et rare dollar en argent Morgan de 1904. Une seule pièce. Dans votre coffre-fort. Vous pouvez la toucher, la peser, la photographier. Il en existe exactement une seule dans le monde en votre possession. Imaginez maintenant que vous rédigiez un certificat papier. Ce certificat stipule que le porteur a droit à un dollar en argent Morgan de 1904 conservé en fiducie. Vous le vendez à quelqu'un contre de l'argent liquide. Cette personne est ravie. Elle possède un droit sur une vraie pièce rare sans avoir à se soucier de son stockage. Elle ne vient jamais la réclamer. Pourquoi le ferait-elle? C'est là que le problème commence. Une fois que vous réalisez que l'acheteur ne va jamais se présenter pour réclamer la pièce physique, qu'est-ce qui vous empêche d'imprimer un deuxième certificat, un troisième, un 10e? Désormais, 10 personnes croient fermement posséder cette même pièce exacte. Pourtant, il n'y a toujours qu'une seule pièce. Sur le papier, l'offre affiche 10 pièces. En réalité, une seule. Le jour où tous les détenteurs de certificats se présentent en même temps pour réclamer leur pièce, tout le système s'effondre. Parce que 9 personnes sur 10 découvrent que leur papier ne vaut absolument rien. C'est la version simplifiée de leur papier. Et voici la partie inconfortable. Sur les grands marchés de l'or occidentaux, le marché des lingots de Londres et le marché à terme du COMEX à New York, l'immense majorité de l'or échangé chaque jour n'est jamais livré physiquement. Il existe sous forme de contrats, de créances, des morceaux de papier représentant un droit sur de l'or que presque personne n'a l'intention de récupérer. Personne ne connaît le ratio exact. C'est précisément là le nœud du problème.
mais la conclusion structurelle découle directement du mécanisme lui-même. S'il y a nettement plus de papier que de physique, le prix produit par le marché papier est presque certainement inférieur à ce que vaudrait le métal physique s'il était évalué sur sa seule rareté réelle. Voilà pour la théorie. Laissez-moi maintenant vous montrer les preuves concrètes. Parce qu'une théorie n'est pas une preuve. Et vous méritez des preuves avant de modifier votre façon de penser. Chapitre 3. 3 preuves concrètes. Voici comment vous sauriez si cette théorie était vraie plutôt que simplement plausible. 3 éléments de preuve, tous documentés, tous datés, tous sourcés. Premièrement, vous devriez voir un écart de prix entre le métal physique et les promesses de papier. Si le système était totalement honnête, les deux prix s'échangeraient pratiquement à 1 pour 1. Dès que ce ratio devient incertain, les acheteurs commencent à payer une prime pour obtenir du vrai métal. Est-ce que cela s'est produit? Oui. En janvier de cette année, l'écart entre le physique et le papier sur l'argent a atteint environ 40% à son apogée. Une divergence réelle est documentée entre ce que coûtait réellement l'argent physique et ce que le prix à terme du papier prétendait qu'il devait coûter. Cet écart s'est réduit depuis, mais il ne s'est jamais complètement résorbé. Deuxièmement, le comportement. Si vous pensiez sincèrement que le marché papier sous-évaluait la valeur réelle de l'or, que feriez-vous de votre propre argent? Vous vendriez les contrats papier? Vous achèteriez le métal physique? Y a-t-il des institutions dotées de ressources sérieuses qui font cela? Oui, et ces institutions ne sont pas des spéculateurs particuliers. Ce sont les gestionnaires de capitaux les plus sophistiqués de la planète. Les institutions qui impriment littéralement les monnaies fiduciaires, les banques centrales. Les banques centrales ont acheté un montant net de 244 tonnes d'or au cours du seul premier trimestre de cette année. Le premier trimestre le plus fort jamais enregistré dans les séries de données modernes. Et il ne s'agit pas d'un pic isolé. Elles ont acheté plus de 200 tonnes au cours de 10 des 11 derniers trimestres. Un modèle d'accumulation soutenu sur plusieurs années. Pas un achat de panique. Et voici le détail qui devrait vraiment vous interpeller. Selon la méthodologie publiée par le World Gold Council lui-même, leurs chiffres officiels d'achat incluent explicitement une estimation des achats non divulgués, de l'or que les banques centrales achètent, mais choisissent de ne pas déclarer officiellement. Les chiffres rendus publics sont, de leur propre aveu, un plancher, pas un plafond. Troisièmement, et c'est la moitié que presque aucun média grand public ne connecte correctement, que vendent-elles pour financer ces achats? Des obligations du Trésor américain. Pendant environ 50 ans, la stratégie standard de chaque banque centrale était simple. Prenez vos dollars excédentaires, placez-les dans des bons du Trésor américain, dormez sur vos 2 oreilles. Cette stratégie est en train de s'inverser visiblement. La Chine seule a réduit sa position en bons du Trésor de plusieurs centaines de milliards de dollars au cours de la dernière décennie. En orientant une part significative de ce capital vers l'or, la direction est sans ambiguïté. Et elle se maintient depuis plus de 10 ans. Pensez à ce que représente réellement cet arbitrage. Vendre une promesse sur papier du gouvernement le plus puissant de la Terre pour acheter un métal qui ne vous verse aucun intérêt. Sur le papier, cela semble économiquement irrationnel. Vous ne feriez cet échange que si vous n'aviez plus totalement confiance dans la promesse derrière le papier. La bombe du milieu de vidéo. Stop! Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, le système de l'or papier, l'écart de prix, le comportement des banques centrales, la vente des bons du Trésor, c'est le diagnostic. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est le plan. Sur la base de données officielles du gouvernement, la Chine a dit directement au monde, il y a 12 ans, au sein même de l'institution qu'elle mettait en garde. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce qui va suivre est la preuve qui donne un sens à tout le reste. Chapitre 4. Le discours qui était un plan. En 2014, le directeur du Shanghai Gold Exchange s'est levé lors d'une conférence organisée par la London Bullion Market Association, l'institution occidentale qui fixe efficacement le prix papier mondial de l'or depuis des décennies. Et il a déclaré presque mot pour mot: lorsque la Chine aura gagné le droit de parler sur le marché international de l'or, le véritable prix de l'or sera enfin révélé. C'était 12 ans avant cette vidéo. À l'époque, on y voyait de l'ambition. Aujourd'hui, en 2026,
On y voit un plan qui s'est exécuté à la lettre pendant tout ce temps. Voici comment les deux pièces du puzzle s'emboîtent. Parce qu'il ne s'est jamais agi de décisions distinctes. Ce sont les deux moitiés d'un seul et même système coordonné. Première moitié, Shanghai. Le Shanghai Gold Exchange est construit de manière fondamentalement différente du marché de l'ombre. C'est une bourse à livraison physique. Quand du métal y est échangé, du métal réel doit changer de main. Il n'y a pas d'équivalent au problème de l'impression illimitée de certificats. Le système est structurellement conçu autour de barres réelles changeant de garde réelle. Cela produit ce que les économistes appellent une véritable découverte des prix. Un prix qui reflète l'offre réelle et la demande réelle. Plutôt qu'un prix dilué par un multiple inconnu de promesses papier superposées. Deuxième moitié, Hong Kong. Un nouveau système de compensation et de règlement de l'or construit spécifiquement pour être la porte d'entrée par laquelle les capitaux internationaux peuvent passer pour accéder à la tarification physiquement adossée de Shanghai. Sans se heurter aux restrictions de change de la Chine continentale, Hong Kong est en train de multiplier sa capacité de stockage physique par 10 environ, passant d'environ 200 tonnes de stockage vers un objectif supérieur à 2000 tonnes. Prenez la mesure de ce chiffre. On ne construit pas un coffre-fort 10 fois plus grand que ses besoins actuels pour un casino de papier. On construit un coffre de cette taille lorsque l'on a l'intention de détenir réellement le métal qui réglera les transactions physiques réelles. Pas des promesses illimitées sur du métal qui peut ou non exister. Associez la découverte des prix physiques de Shanghai au rôle de Hong Kong comme point d'accès international. Et ce que vous obtenez est une architecture financière parallèle complète. Totalement en dehors de Londres, totalement en dehors de New York, et totalement en dehors du contrôle traditionnel du dollar sur la façon dont l'or est évalué pour le reste de la planète. Chapitre 5. La version transparente. Je veux m'arrêter ici et vous donner la version de cette histoire que les récits complotistes omettent délibérément. Parce que vous méritez d'avoir le tableau complet. Pas seulement la moitié spectaculaire. L'arrêt du trading pour les particuliers n'a pas commencé ce mois-ci. Il a commencé en 2020. Après un incident connu dans le secteur bancaire chinois sous le nom de crise du trésor du pétrole brut, lorsqu'un produit de la Bank of China, lié au contrat à terme sur le pétrole, s'est effondré le jour où les prix du brut sont brièvement devenus négatifs, laissant les investisseurs particuliers ordinaires redevables d'argent qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir perdre. Les régulateurs chinois ont progressivement durci la spéculation sur les matières premières pour les particuliers depuis lors, gelant les ouvertures de nouveaux comptes dès la fin de l'année 2020, des années avant que le krach de l'or de cette année ne se produise. La fermeture de cette année est le dernier chapitre d'une trajectoire réglementaire de 6 ans, pas une conspiration soudaine inventée en juin. Et le déclencheur approximatif est parfaitement vérifiable. L'or est tombé d'un sommet en janvier proche de 5 600 $, à moins de 4 000 $ en juin. Une baisse de près de 30% en environ 5 mois. C'est précisément le genre de mouvement violent qui, historiquement, fait exploser les comptes particuliers à effet de levier. Et voici ce qu'il est capital de comprendre. La détention d'or physique en Chine reste totalement inchangée. Vous pouvez toujours acheter des lingots, des pièces et des bijoux librement. Les canaux de trading institutionnels sur le Shanghai Gold Exchange restent pleinement ouvriers. Ce qui est éliminé spécifiquement, c'est la couche de règlement différé à effet de levier. La partie du marché qui s'apparente le plus à un casino et le moins à de la propriété. Voici donc la synthèse honnête. Les deux réalités peuvent coexister. Les régulateurs chinois ont un historique authentique et bien documenté de réduction des risques liés à ce type d'effet de levier pour les particuliers. Et la volatilité de l'or de cette année leur a fourni la justification finale pour achever un processus déjà engagé depuis des années. Dans le même temps, l'infrastructure que la Chine déploie simultanément à Shanghai et à Hong Kong est bien réelle, solidement financée
est structurellement conçu pour défier la manière dont l'or est évalué à l'échelle mondiale. Indépendamment de ce qui a motivé précisément le calendrier de la fermeture des comptes particuliers ce mois-ci, la version transparente est en réalité la plus solide. Chapitre 6. L'écart d'1 billion de dollars. Voici un fait qui semble inventé, mais qui est totalement réel. Inscrit noir sur blanc dans les archives officielles du gouvernement. Le gouvernement des États-Unis détient officiellement environ 8133 tonnes d'or. Dans les propres livres du gouvernement, cet or n'est pas évalué à un prix proche de son cours actuel sur le marché. Il est évalué à un prix fixé par la loi en 1973 et jamais mis à jour depuis. 42 $ l'once. L'or s'échange aujourd'hui autour de 4000 $ l'once. Ce qui signifie qu'officiellement, sur le papier, les États-Unis évaluent l'ensemble de leurs réserves nationales d'or à environ 11 milliards de dollars. Au cours réel du marché aujourd'hui, ce même or vaudrait près de 1 billion de dollars. Un écart d'1 billion de dollars, caché aux yeux de tous. Au cœur d'une règle comptable que personne n'a touchée depuis l'administration Nixon. Voici pourquoi cet écart compte énormément en ce moment. D'un simple trait de plume, une réévaluation légale, alignant ce prix officiel de 42 $ sur une valeur proche du marché, plus d'1 billion de dollars de valeur d'actifs reconnus apparaîtrait instantanément au bilan du Trésor. Une valeur réelle et utilisable, créée sans émettre la moindre nouvelle obligation, sans demander au Congrès le moindre dollar de capacité d'emprunt supplémentaire. Ce n'est pas de la spéculation marginale. La Réserve fédérale a elle-même publié des recherches examinant exactement ce mécanisme. Des responsables du Trésor ont publiquement discuté, selon leurs propres termes, de la monétisation de l'actif du bilan américain. Il existe également une proposition distincte et bien documentée pour une obligation du Trésor à 50 ans, remboursable en dollars ou en or physique, au choix du détenteur, ce qui permettrait de garantir partiellement une partie de la dette américaine avec de l'or réel, pour la première fois depuis la fermeture de la fenêtre de l'or en 1971. C'est structurellement la réplique exacte de la stratégie que la Chine déploie avec le yuan, mais miroitée du côté américain. Si la Chine ancre la crédibilité de sa monnaie à l'or, la contre-attaque américaine documentée et sous sérieuse discussion interne consiste à faire précisément la même chose pour le dollar. Chapitre 7. La version silencieuse. Même si chaque élément de spéculation mentionné ci-dessus s'avérait faux, même si aucune réévaluation officielle de l'or n'avait jamais lieu, l'or n'a pas réellement besoin d'augmenter pour que toute cette dynamique joue en votre faveur en tant que détenteur physique. Il suffit que le dollar baisse, et le résultat pratique est identique. Si la valeur du dollar s'érode sous l'effet d'une inflation ordinaire, même sans réévaluation spectaculaire de l'or, le rapport de pouvoir d'achat entre votre métal physique et votre monnaie papier se déplace exactement dans la même direction. Le métal n'a pas besoin d'une conférence de presse pour prendre de la valeur en termes réels. Il a seulement besoin que la monnaie par rapport à laquelle il est évalué continue de perdre du terrain, comme elle l'a déjà fait à hauteur de près de 30% en pouvoir d'achat cumulé au cours des 6 dernières années seulement. C'est la version silencieuse de l'histoire, moins cinématique que l'annonce d'une obligation adossée à l'or, mais considérablement plus susceptible d'être la voie que prendront les événements. Voici donc ce qu'il faut réellement surveiller. Le 24 juillet, la date à laquelle le dernier grand canal d'or-papier pour les particuliers chinois s'éteindra définitivement. Ce que fera le système de règlement de Hong Kong dans les mois qui suivront, une fois que cette capacité de stockage sera pleinement opérationnelle. Et si une version d'une réévaluation de l'or américain passe des discussions confidentielles à une véritable annonce publique? Le système de papier a passé 50 ans à dicter au monde ce que valait l'or. Pour la première fois depuis 1971, le marché physique pourrait enfin avoir l'occasion de répondre. La conclusion silencieuse. Rien de tout cela ne vous demande de croire en une conspiration mondiale cachée. Chaque élément est documenté, daté et sourcé. Ce que cela exige, c'est de reconnaître que 2 des plus grandes puissances économiques de la Terre semblent parvenir indépendamment à la même conclusion structurelle au même moment.
Que le système cinquantenaire de promesses papier et de créances à effet de levier est en train d'être discrètement, délibérément remplacé par quelque chose qui exige que du métal réel se déplace physiquement. Voici ce que je veux vraiment savoir de votre côté. Si vous détenez de l'or ou de l'argent physique en ce moment, dites-moi dans les commentaires si vous le conservez au sein du système occidental, basé sur le dollar, ou si vous le détenez totalement en dehors de tout système bancaire en votre propre possession physique. Je prépare une vidéo de suivi comparant spécifiquement les réalités pratiques de ces deux approches. Et je veux de vraies réponses de personnes qui détiennent concrètement le métal, pas des hypothèses. Voici ce qui vous attend ensuite. Cette vidéo a posé les bases structurelles, ce que la Chine a fermé, ce qu'elle construit et ce que l'Amérique pourrait faire en réponse. La prochaine analyse plongera plus profondément dans la mécanique du système de règlement de Hong Kong spécifiquement, ce que son expansion de coffre-fort signifie pour la découverte des prix en chiffres réels et à quoi ressemble le calendrier pour le moment où il deviendra une véritable alternative de référence. Les abonnés la recevront en premier. Abonnez-vous, activez la cloche. Parce que le 24 juillet est la date à laquelle la dernière porte de papier se ferme. Et ce qui se passera de l'autre côté de cette porte, sur le marché physique, est l'histoire qui mérite d'être vécue.